Croyez-le ou non, les scandales hollywoodiens du passé étaient encore plus scandaleux que ceux que nous voyons aujourd'hui. À l'époque, les studios et les personnalités influentes avaient la liberté de s'engager dans des crimes graves et de les dissimuler grâce aux valeurs traditionnelles de la société de l'époque, allant de la dissimulation de mauvaise conduite avec des mineurs à des affaires scandaleuses avec des collègues. Voici les 25 scandales choquants que Hollywood a essayé de cacher. 1. Les relations de Charlie Chaplin. Probablement la figure la plus emblématique de l'âge d'or d'Hollywood, Charlie a été impliqué dans plusieurs relations avec de jeunes actrices, ce que Hollywood a essayé de garder caché en raison du potentiel scandale et des réactions négatives qui pourraient ternir son image publique et la réputation de l'industrie cinématographique. Charlie Chaplin devenait rapidement une star mondiale, et sa renommée et son influence dans l'industrie étaient immenses, lui donnant un pouvoir et une marge de manœuvre considérable dans sa vie personnelle et professionnelle. Il était connu pour ses relations avec des femmes plus jeunes qui ont commencé à être rendues publiques au fur et à mesure que sa célébrité grandissait. Sa première romance très médiatisée était avec Edna Purviance, qui avait 19 ans lorsqu'elle a rencontré Chaplin, âgé de 26 ans. Cette relation, bien que non scandaleuse selon les normes actuelles de différence d'âge, posa les bases de ses futures relations plus controversées. Chaplin rencontra et épousa Mildred Harris alors qu'elle avait seulement 16 ans et lui 29. Le mariage fut difficile et se termina par un divorce public et désordonné. Dans la trentaine, Charlie épousa précipitamment Lita Grey après l'avoir mise enceinte. Le mariage s'est terminé par un divorce très scandaleux qui comprenait des accusations de comportement inapproprié et d'exigences de Chaplin, détaillées dans des dépôts judiciaires sensationnels qui ont fait la une des journaux. Peut-être que sa relation la plus durable fut avec Una O'Neill, qu'il a épousée quand il avait 54 ans et elle 18 ans. Malgré la différence d'âge significative, cette relation a duré jusqu'à la mort de Chaplin et était considérée comme un partenariat aimant et stable. Les scandales impliquant la moralité étaient particulièrement nuisibles et pouvaient entraîner des boycotts, des interdictions et des pertes financières. Pour protéger ses actifs, l'industrie allait souvent jusqu'à gérer ou supprimer de telles histoires, mais malgré les efforts d'Hollywood, la vie personnelle de Chaplin est devenue une proie facile pour la presse, notamment lors de ses divorces. Le divorce avec Lita Grey, par exemple, comprenait des allégations sensationnelles et accablantes, révélant des détails sur la vie privée de Chaplin qu'il aurait préféré garder secret. 2. Hollywood se souviendra toujours du scandale entourant Roscoe Fatty Arbuckle, car cela pourrait avoir été le premier grand scandale dans l'industrie cinématographique américaine. Les répercussions de ces procès furent considérables, affectant non seulement la carrière d'Arbuckle, mais aussi la réputation et les opérations de Hollywood dans son ensemble. Le scandale commença lors du week-end de la Fête du Travail en 1921, lors d'une fête dans un hôtel de San Francisco organisée par Arbuckle. Virginia Rappe, une jeune actrice, tomba gravement malade lors de la fête et mourut 4 jours plus tard d'une péritonite causée par une rupture de la vessie. Arbuckle fut accusé d'avoir agressé Rappe, ce qui aurait conduit à ses blessures. Arbuckle a fait face à 3 procès entre 1921 et 1922. Les 2 premiers procès ont abouti à des jurys sans décision et à une couverture médiatique importante. Le 3e procès s'est terminé par un acquittement et comprenait même une déclaration écrite formelle du jury, s'excusant auprès d'Arbuckle pour l'épreuve qu'il avait subie. Malgré son acquittement, le dommage à son image publique était irréversible. Au moment des procès d'Arbuckle, Hollywood en était encore à ses débuts. En réponse au procès d'Arbuckle et à d'autres scandales, Hollywood a commencé à mettre en œuvre ce qui deviendrait connu sous le nom de Code Hayes, un ensemble de lignes directrices morales pour la production de films. Bien qu'il n'ait pas été pleinement appliqué avant 1934, les bases ont commencé à être posées au début des années 1920, à la suite directe de scandales comme celui d'Arbuckle. Le meurtre de Black Dahlia, la mort d'Elizabeth Short est l'un des mystères non résolus les plus notoires de Hollywood. Cette affaire était non seulement infâme pour sa brutalité, mais aussi pour les liens et rumeurs la reliant à des personnalités de Hollywood, ce qui a conduit l'industrie à tenter de supprimer ou de contrôler le récit autour de celle-ci. Voici un examen approfondi des raisons pour lesquelles Hollywood a tenté de cacher ou d'atténuer certains aspects de ce scandale. Meurtre d'Elizabeth Short. En janvier 1947, il a été particulièrement atroce. Son corps a été trouvé mutilé et sectionné à la taille dans un terrain vague à Los Angeles. La nature de sa mort et ses liens avec la scène sociale d'Hollywood ont alimenté un vif intérêt du public et des médias. Les connexions de Short avec Hollywood étaient bien documentées. Elle était connue pour fréquenter diverses personnalités de l'industrie, ce qui a conduit à des spéculations sur ses relations avec des hommes influents, y compris certaines personnalités de studio bien connues et des stars de cinéma. Cette spéculation a rendu l'affaire sensible pour l'image d'Hollywood. La presse s'est emparée du meurtre, exagérant souvent les détails et créant des gros titres scandaleux qui vendaient des journaux, mais n'aidaient guère l'enquête.
Les studios d'Hollywood, déjà méfiants de tout scandale pouvant ternir leur image glamour, étaient inquiets d'être entraînés dans la mêlée si l'un de leurs stars sous contrat ou cadre important était impliqué. Malgré des enquêtes approfondies, personne n'a jamais été inculpé pour le meurtre d'Elizabeth Short, et cela reste l'une des affaires non résolues les plus célèbres de Los Angeles. Au fil des ans, de nombreuses théories ont été proposées, certaines impliquant des médecins, des hommes d'affaires et des personnalités d'Hollywood. La maltraitance de Judy Garland, les abus envers les jeunes stars à Hollywood, sont un aspect bien documenté de l'industrie. Judy Garland a signé avec Metro-Goldwyn-Mayer à seulement 13 ans et est rapidement devenu l'un des visages les plus célèbres d'Hollywood. Dès le début de sa carrière, Garland a été soumise à des pressions extrêmes concernant son apparence, son poids et ses performances. MGM contrôlait tous les aspects de sa vie, y compris son apparence physique. Elle était soumise à un régime strict et les médecins du studio lui prescrivaient des amphétamines pour maintenir son énergie durant de longues journées de tournage et des barbituriques pour l'aider à dormir la nuit. L'emploi du temps de Garland était exténuant. En tant que jeune actrice, on s'attendait à ce qu'elle travaille de longues heures, souvent malgré la maladie et l'épuisement. Le système des studios privilégiait les calendriers de production au bien-être de ses stars. La machine de relations publiques du studio a créé une image publique pour Garland qui contredisait la réalité de sa situation. Ils la présentaient comme une star heureuse et insouciante, ce qui était loin de la vérité. Ingrid Bergman était impliquée avec le réalisateur Roberto Rossellini à la fin des années 1940. L'affaire a commencé alors que Bergman était encore marié à son premier mari, Peter Lindström, et Rossellini était également marié. Bergman a rencontré Rossellini lorsqu'elle lui a écrit pour exprimer son admiration pour son travail et manifester son intérêt à travailler avec lui. Cette correspondance a conduit à son casting dans son film Stromboli, durant lequel leur relation a commencé. La liaison devint publique lorsque Bergman tomba enceinte de l'enfant de Rossellini. Le scandale fut immense parce qu'il contredisait l'image saine de Bergman, et à cette époque, les images soigneusement façonnées des stars à Hollywood étaient considérées comme cruciales pour leur carrière et la réputation de l'industrie. Hollywood et les médias ont donc d'abord essayé de réprimer ou de minimiser les nouvelles de l'affaire pour protéger l'image de Bergman et les intérêts commerciaux du film dans lequel elle était impliquée. Mais lorsque l'affaire et la grossesse ne purent plus être cachées, la réaction a été sévère. Bergman a été essentiellement mise sur liste noire à Hollywood. Elle n'est pas apparue dans un autre film américain pendant environ 7 ans, jusqu'à son retour réussi dans Anastasia, pour lequel elle a remporté son 2e Oscar. L'histoire de Lana Turner et Johnny Stompanato implique un mélange de glamour, de scandale et de violence, encapsulant certains des aspects les plus sombres de l'âge d'or d'Hollywood. La relation entre Turner et Stompanato a commencé en 1957 et a été marquée par la volatilité et la violence. Stompanato était apparemment abusif et possessif, et la relation était ponctuée de disputes intenses et de perturbations. Malgré cela, Turner hésitait à mettre fin à la relation en raison du tempérament violent et des menaces de Stompanato. La relation a atteint un point culminant tragique le soir du 4 avril 1958, lors d'une violente dispute entre Turner et Stompanato à Beverly Hills de Turner. C'est la maison. En marchant Le couteau a été brandi par la fille de 14 ans de Turner, Cheryl Crane, qui a ensuite affirmé qu'elle défendait sa mère face à la menace violente de Stompanato. La Hollywood frappée par le y compris les dirigeants du studio et les équipes de relations publiques ont été immédiatement mobilisés pour contrôler l'incident. Les studios étaient préoccupés par la protection de l'image de Turner en tant qu'actrice principale et cherchaient à atténuer tout dommage à sa carrière qui pourrait résulter de son association avec un criminel notoire et la nature violente de l'incident. La presse était intense et envahissante, souvent en train de spéculer de manière effrénée sur les circonstances de la mort et le rôle de Turner dans celle-ci. Les attachés de presse d'Hollywood ont travaillé assidûment pour présenter l'histoire comme un acte tragique mais nécessaire de légitime défense, en soulignant le rôle de Crane dans la protection de sa mère. Le témoignage de Turner lors de l'enquête la dépeignait comme une victime de violences domestiques prise tragiquement dans un scandale sans que ce soit de sa faute. Le meurtre a ensuite été jugé comme un homicide justifiable. Eddie Lamar, autrefois saluée comme la plus belle femme du monde, a fait face à des accusations de vol à l'étalage plus tard dans sa vie. Eddie Lamar n'était pas seulement une grande star hollywoodienne dans les années 1940 et 1950, mais aussi une inventrice pionnière. Sa contribution la plus notable à la technologie est le développement d'un système de guidage radio pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est ensuite devenu une base pour les technologies modernes Wi-Fi et Bluetooth. Malgré ses réalisations, Lamar a été arrêté plusieurs fois pour vol à l'étalage durant les années 60. Le premier incident notable a eu lieu à Los Angeles,
où elle a été accusée de voler 86 $ de marchandises dans un grand magasin. Des arrestations ultérieures suivirent au fil des ans pour des accusations similaires. Chaque affaire lui apportait une publicité négative, ce qui contrastait fortement avec l'image glamour et maîtrisée qu'elle avait maintenue pendant sa carrière cinématographique. Dans le cas de Lamar, l'industrie a tenté de minimiser la couverture médiatique de ces arrestations lorsqu'elles étaient rapportées. Cette approche était typique de la façon dont Hollywood gérait les failles personnelles de ses stars, surtout celles qui avaient été essentielles à son succès lors des décennies précédentes. Les efforts pour cacher ces accusations de vol à l'étalage étaient également une tentative de préserver la mystère associée à son héritage cinématographique et intellectuel. Le statut de Lamar en tant qu'actrice vénérée et inventrice accomplie rendait ses erreurs personnelles incompatibles avec la personnalité publique et professionnelle qui avait été construite autour d'elle. Gloria Graham épouse son beau-fils. Le mariage de Gloria Graham avec son ancien beau-fils, Anthony Ray, fut l'un des scandales les plus sensationnels d'Hollywood. Cette relation a non seulement choqué le public, mais a également ébranlé les bases de l'industrie. En 1962, lorsqu'il a été révélé que Gloria avait épousé Anthony Ray, le fils de son ancien mari, le réalisateur Nicholas Ray, Graham avait été marié à Nicholas Ray plus tard dans sa carrière, et pendant ce mariage, Anthony était son beau-fils. La relation entre Graham et Anthony Ray aurait commencé dans des circonstances scandaleuses. Nicholas Ray aurait découvert un jeune Anthony au lit avec Graham, ce qui a commencé la fin de leur mariage. Des années plus tard, Graham et Anthony Ray se sont retrouvés et se sont finalement mariés en 1960. Le fait qu'il ait été son beau-fils ajoutait une couche de tabou et contribuait à l'effet de choc. Dans le cas de Graham, Hollywood a tenté de minimiser la couverture médiatique de son mariage avec Anthony Ray et de concentrer l'attention du public sur ses activités professionnelles à la place. Le mariage n'est pas resté secret longtemps, et lorsqu'il est devenu public, il a suscité un mélange de choc, de désapprobation et de fascination. Malgré cela, la carrière de Graham a continué, bien qu'elle n'ait jamais retrouvé la notoriété qu'elle avait connue dans les années 1950. Joan et Bette. La rivalité entre Joan Crawford et Bette Davis est l'une des plus célèbres querelles de l'histoire d'Hollywood. Bien que l'animosité entre ces deux actrices légendaires ait ajouté une couche d'intrigue à leur personnalité publique, Hollywood a d'abord essayé de réprimer l'ampleur de leur discorde pour maintenir une image plus contrôlée et harmonieuse de ces stars. Les deux actrices étaient en compétition constante pour les mêmes types de rôles et elles étaient souvent mises en concurrence par les studios eux-mêmes comme tactique de marketing. Cette rivalité était particulièrement évidente aux Oscars. Par exemple, lorsque Crawford n'a pas été nominée pour un Oscar pour sa performance dans Sudden Fear, elle a contacté d'autres nominés pour accepter le prix en leur nom s'ils gagnaient mais ne pouvaient pas être présents. Cette manœuvre a été vue comme un moyen de voler la vedette à Davis lorsqu'elle a été nominée pour The Star. La rivalité a atteint son apogée pendant le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Malgré leur mépris mutuel, Crawford et Davis ont joué ensemble dans ce film, qui est devenu un énorme succès commercial. La production du film a vu de nombreuses instances de rivalité et de sabotage allégués entre les deux stars, ce qui est depuis devenu une partie du folklore hollywoodien. Les studios d'Hollywood, conscients de l'impact négatif potentiel de telles démonstrations publiques d'animosité, ont d'abord essayé d'atténuer la rivalité. Ils craignaient que cela ne nuise à la commercialisation des films impliquant les deux actrices. Les attachés de presse ont travaillé soit à nier la querelle, soit à la présenter comme une rivalité amicale. Malgré, ou peut-être à cause de, la querelle, les deux actrices sont restées des figures centrales à Hollywood. Thus, la mort de George Reeves. La mort mystérieuse de George Reeves, surtout connu pour son rôle de Superman dans la série télévisée des années 1950 Adventures of Superman, a intrigué fans et historiens pendant des décennies. Reeves est mort d'une blessure par balle en 1959 chez lui à Los Angeles, et les circonstances entourant sa mort ont conduit à de nombreuses théories et spéculations. Sa mort a été déclarée un suicide par la police. Cependant, les circonstances de sa mort ont soulevé plusieurs questions, car il n'y avait pas d'empreinte digitale sur l'arme retrouvée sur les lieux, ce qui est inhabituel pour un suicide. Il est mort aux premières heures alors que des invités étaient encore dans la maison, ajoutant des couches de complexité et des témoignages contradictoires sur les événements menant à la découverte de son corps. Le verdict officiel était le suicide, soutenu par sa dépression apparente due à son typecasting et à ses défis de carrière, et certains pensaient que la mort de Reeves était accidentelle, peut-être aux mains de l'un des invités à la fête. Les studios étaient préoccupés par la protection de leurs investissements et le maintien d'une image édulcorée de leur star. La mort de Reeves en tant que suicide ou meurtre pourrait ternir l'image saine associée à Superman, impactant potentiellement les projets en cours et les revenus liés. Ainsi,
il y a eu un effort pour minimiser les aspects mystérieux de sa mort dans la presse, en se concentrant plutôt sur ses supposés problèmes personnels ou en présentant l'incident comme un cas évident de suicide. Elizabeth Taylor, l'une des actrices les plus glamour et talentueuses d'Hollywood, était tout aussi célèbre pour ses nombreux mariages que pour ses performances cinématographiques. Tout au long de sa vie, Taylor s'est mariée 8 fois avec 7 hommes différents. Ses mariages étaient un mélange d'amour véritable, de spectacles médiatiques et parfois de scandales, reflétant les attitudes et les mœurs changeantes de la société américaine à travers plusieurs décennies. Hollywood était investi dans le maintien de l'image de Taylor en tant que vedette. Chacun de ses mariages mettait en lumière une facette différente de sa vie personnelle, éclipsant parfois ses réalisations professionnelles. Les studios cherchaient souvent à minimiser la presse négative et à promouvoir ses films plutôt que sa vie privée. Les relations de Taylor avec la presse étaient compliquées. Alors qu'elle était souvent prête à partager des aspects de sa vie personnelle, les studios avec lesquels elle travaillait étaient moins enthousiastes à l'idée de telle divulgation, notamment lorsque cela affectait son image et leurs investissements. À l'époque où les relations les plus scandaleuses de Taylor se sont produites, notamment sa liaison avec Eddie Fisher et ses multiples mariages avec Richard Burton, la machine de relations publiques d'Hollywood a travaillé sans relâche. Les tentatives d'Hollywood de gérer et parfois de cacher les détails de ses mariages étaient motivées par des considérations commerciales liées à son attrait au box-office. Avec le temps, cependant, la perception de ses mariages est passée de scandaleuse à quelque peu tragique, alors que le poids émotionnel de sa vie personnelle devenait apparent. 2. Olivia de Havilland contre Warner Brothers. Le procès d'Olivia de Havilland contre Warner Brothers dans les années 1940 est une affaire marquante à Hollywood, connue pour son impact sur le système des studios et la liberté contractuelle des acteurs. Hollywood a d'abord essayé de supprimer ce procès en raison de ses implications potentielles pour l'ensemble de l'industrie. Le recours judiciaire de Havilland était centré sur le Code du travail de Californie, section 2855, communément appelée la loi de Havilland, après sa victoire. Cette loi stipulait qu'un employeur ne pouvait pas faire appliquer un contrat de service personnel après 7 ans à partir de la date de la première prestation ou de la signature. De Havilland a soutenu que Warner Brothers prolongeait illégalement son contrat au-delà de cette période de 7 ans, en ajoutant des périodes de suspension. Le procès menaçait le modèle commercial fondamental du système des studios à l'époque, qui reposait fortement sur des contrats à long terme pour contrôler les carrières des acteurs. Une victoire pour de Havilland pourrait inciter d'autres acteurs à contester leur contrat, ce qui pourrait entraîner des coûts de talent plus élevés et moins de contrôle pour les studios. Les studios de Hollywood, y compris Warner Bros., craignaient que le public soutienne de Havilland, redoutant que cela n'encourage davantage de procès et de remises en cause de l'ordre établi. Olivia de Havilland a finalement remporté son procès en 1944 et le jugement a été confirmé en appel en 1945. Cette victoire juridique a considérablement affaibli le système des studios, conduisant à une plus grande liberté et un pouvoir de négociation accru pour les acteurs. Les acteurs ont obtenu plus de poids dans les négociations, ce qui a conduit à l'émergence de sociétés de production indépendantes et les agents jouant un rôle plus important. Significatif dans l'industrie. 13. Le meurtre de Marilyn Monroe. La mort de Marilyn Monroe en 1962 reste l'un des sujets les plus discutés à Hollywood et au-delà aujourd'hui. Officiellement considéré comme un probable suicide en raison d'une overdose de barbiturique, sa disparition prématurée a alimenté d'innombrables théories et spéculations, allant de l'overdose accidentelle au meurtre. Monroe a été retrouvée morte dans sa maison de Los Angeles le 5 août 1962. Les circonstances rapportées étaient qu'elle avait été retrouvée nue sur son lit, face contre terre, avec un téléphone dans une main. Des bouteilles vides de pilules prescrites pour traiter sa dépression auraient été trouvées à côté d'elle. L'Institut médico-légal du comté de Los Angeles a conclu que sa mort était causée par une surdose auto-administrée de médicaments sédatifs et que le mode de décès est un probable suicide. Pour commencer, il y avait l'implication des Kennedy. Certains croient que Monroe a eu une liaison romantique avec John F. Kennedy ou Robert Kennedy et que sa connaissance d'informations politiques sensibles a conduit à son silence. Certains disent que c'est la mafia qui l'a tuée pour discréditer les Kennedy avec lesquels elle était associée. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles des professionnels de la santé ou d'autres personnes proches de Monroe auraient pu dissimuler les véritables circonstances de sa mort pour se protéger eux-mêmes ou des personnalités de haut profil. Hollywood tenait à maintenir une image aseptisée et la mort de Monroe menaçait cette image, incitant les cadres des studios et d'autres initiés de l'industrie à façonner potentiellement le récit de sa mort, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Des décennies plus tard, Marilyn Monroe reste un sujet d'immense intérêt,
sa vie et sa mort étant encore analysées et discutées. La rencontre de Walt Disney avec Leni Riefenstahl en 1938 est un grand exemple de la relation compliquée de Hollywood avec la politique et la perception publique. Riefenstahl était une réalisatrice allemande, surtout connue pour son travail dans les films de propagande nazie, y compris Le Triomphe de la volonté. Elle a visité Hollywood en 1938, peu après la tristement célèbre Nuit de cristal, qui fut une attaque massive coordonnée contre les Juifs à travers le Reich nazi. Lors de sa visite, elle a rencontré plusieurs réalisateurs et chefs de studio, dont Walt Disney. Disney aurait donné à Riefenstahl une visite de son studio, une action qui a suscité beaucoup de désapprobation. De nombreuses personnalités éminentes de l'industrie, qui comprenaient un nombre significatif de dirigeants et de créatifs juifs, ont refusé de la rencontrer en raison de son association avec le régime nazi. La décision de Disney de rencontrer Riefenstahl n'a pas été largement médiatisée à l'époque et est restée un fait relativement obscur jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Hollywood a tout fait pour cacher la rencontre parce qu'à l'époque, les États-Unis n'avaient pas encore rejoint la Seconde Guerre mondiale, mais la prise de conscience et l'opposition aux idéologies nazies augmentaient. Hollywood, en tant qu'industrie fortement influencée par les talents juifs, était particulièrement sensible à toute association avec des sympathisants nazis, et Disney, en tant que figure de proue du divertissement américain, était particulièrement prudent quant à son image publique. 15. La mort de l'actrice Natalie Wood. En 1981, lors d'une excursion en bateau vers l'île de Santa Catalina sur le yacht Splendor, Natalie Wood, aussi à bord, était avec son mari Robert Wagner, l'acteur Christopher Walken et le capitaine du bateau Dennis Davern. L'histoire officielle initialement rapportée aux autorités était que Wood était accidentellement tombé à l'eau et s'était noyé. Cependant, des détails révélés par ont suscité des doutes sur ce récit. Il y a eu des rapports d'une vive dispute entre Wagner et Wood, ainsi que des déclarations divergentes sur le moment où Wood a été remarquée absente. Le rapport d'autopsie a noté que Wood avait des ecchymoses sur le corps et les bras, ainsi qu'une abrasion sur la joue gauche, mais il n'était pas clair si cela s'était produit avant sa mort ou s'il s'était débattu dans l'eau. Wood n'était apparemment pas une nageuse forte, ce qui a soulevé des questions sur la façon dont elle s'est retrouvée dans l'eau avec un gilet de sauvetage. Après l'enquête initiale par les autorités, les amis, la famille et les fans, nous restons avec de nombreuses questions, en partie à cause du manque d'une enquête approfondie à l'époque, et des récits vagues et souvent contradictoires de ceux qui l'ont vu en dernier. En 2011, l'affaire a été rouverte après que le capitaine du bateau, Dennis Davern, ait déclaré publiquement qu'il avait menti lors de l'enquête initiale et qu'une dispute entre Wagner et Wood avait eu lieu la nuit de sa disparition. 16. La mort de Paul Byrne. En ce qui concerne les scandales hollywoodiens, celui-ci a été le plus durable. La situation était fortement masquée par les studios de cinéma impliqués, en particulier MGM, qui ont fait de grands efforts pour protéger leurs stars et leur propre réputation. Juste 2 mois après leur mariage, le 5 septembre 1932, Paul Byrne a été retrouvé mort chez eux à Beverly Hills d'une blessure par balle à la tête. À côté de son corps se trouvait une note suggérant un suicide. La note disait en partie « La mort a été immédiatement sensationnalisée dans la presse, mais MGM a rapidement agi pour contrôler le récit. Les dirigeants de MGM, y compris le chef du studio à l'époque, Louis B. Mayer, ont été parmi les premiers à arriver sur les lieux. Il a été largement rapporté que des preuves auraient pu être altérées ou retirées avant l'arrivée de la police. En tant que grande star, l'image publique de Harlow était cruciale pour MGM. Le studio a orchestré une campagne de publicité pour la protéger de toute association négative avec la mort de Byrne. Ils ont souligné son chagrin et son choc, la tenant à l'écart de la presse pendant un certain temps. Certains ont spéculé qu'un ancien amant avait tué Byrne ou que sa mort impliquait un acte criminel lié à ses affaires financières ou à d'autres conflits personnels. Les aventures de Clara Bow. Clara Bow, connue sous le nom de It Girl pendant les années folles, était l'un des premiers symboles de Hollywood et une figure de proue de l'ère du cinéma muet. Sa personnalité vive et son charisme à l'écran ont fait d'elle une icône, mais sa vie personnelle était jalonnée de scandales, dont Hollywood a essayé de dissimuler une grande partie. La vie personnelle de Clara Bow était un aimant à scandale dans l'industrie en plein essor des tabloïds. Les rumeurs les plus nuisibles incluaient de nombreuses liaisons, certaines prétendument avec des célébrités de haut niveau, et même avec toute son équipe de football de l'USC. Ces histoires étaient probablement exagérées par la presse de l'époque. Paramount Pictures, le studio pour lequel Bow travaillait, a déployé de grands efforts pour protéger son image et l'investissement. Cela incluait l'embauche de publicistes pour créer une image plus saine d'elle dans la presse,
et tentait de supprimer les histoires négatives. Les studios offraient souvent des histoires exclusives et un accès en échange d'une couverture favorable ou de la suppression de détails désagréables sur leurs stars. Parfois, ils ont même eu recours à des actions en justice pour empêcher que des détails privés ne deviennent publics. Pour Clara Bow, cela signifiait garder son nom hors des journaux de manière péjorative, malgré les rumeurs et les commérages persistants qui l'entouraient. 18. La mort de Velmeton? Todd, un acteur populaire, l'actrice des débuts d'Hollywood, Hollywood connue pour Con. ses rôles dans des films comiques et son travail avec les Marx Brothers, est décédée dans des circonstances mystérieuses en 1935. Sa mort, d'abord considérée comme accidentelle en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone, est rapidement devenue le sujet de vives spéculations médiatiques et de nombreuses théories du complot, poussant Hollywood et ses entités associées à gérer étroitement le récit. Elle a été retrouvée morte dans sa voiture dans un garage appartenant à son amant Roland West. Le moteur de la voiture était en marche, ce qui a conduit à attribuer sa mort à une intoxication au monoxyde de carbone. Cependant, les circonstances entourant sa mort ont soulevé plusieurs questions. Todd avait des ecchymoses sur le corps, suggérant une lutte ou une agression avant sa mort. Elle a été vue vivante pour la dernière fois à une fête la veille de la découverte de son corps. Ses relations, en particulier avec Roland West et son ex-mari Pat DeSico, étaient apparemment tendues, ce qui a alimenté les spéculations d'actes criminels. La communauté hollywoodienne et les studios impliqués ont réagi rapidement. Étant donné la popularité de Todd, les studios et d'autres initiés ont essayé d'influencer la couverture médiatique pour se concentrer sur sa vie et sa carrière, plutôt que sur les détails mystérieux et potentiellement controversés de sa mort. Au moment de sa mort, Todd était impliqué dans plusieurs projets cinématographiques. Il y avait un intérêt particulier à protéger ses investissements et la réputation commerciale générale de Hollywood. 19. La mort de Thomason. Thomasins était un producteur et réalisateur de films pionniers, connu comme le père du western. Sa mort, dans des circonstances mystérieuses en 1924, a secoué l'industrie et entraîné des rumeurs qui ont persisté au fil des ans. La mort d'Hens est survenue après qu'il ait assisté à une fête de fin de semaine à bord du yacht du magnate des médias William Randolph Hearst. Autres invités notables, l'actrice Marion Davies, Charlie Chaplin et la chroniqueuse Luella Parsons. La cause officielle du décès a été rapportée comme une insuffisance cardiaque due à une indigestion aiguë. Les circonstances du décès d'Hens ont conduit à diverses rumeurs et théories, principalement en raison de la nature très médiatisée de la fête et des invités impliqués. L'une des rumeurs les plus persistantes était qu'Hens avait été accidentellement abattu par William Randolph Hearst, qui visait supposément Charlie Chaplin, soupçonné d'avoir une liaison avec Marion Davies, la maîtresse de Hearst. Les spéculé que Hearst et d'autres ont dissimulé le véritable détail dans la mort d'Hens pour protéger leur réputation. Cette théorie était soutenue par des incohérences présumées dans les récits de la maladie d'Hens sur le yacht et des événements suivant son départ de la fête. Malgré les rumeurs, la cause officielle du décès a été répertoriée comme une insuffisance cardiaque, que certains croient due à des causes naturelles exacerbées par les problèmes de santé connus d'Hens. Les journaux de Hearst ont minimisé l'incident et ont rapidement étouffé les rumeurs de jeu déloyal en promouvant l'explication de l'insuffisance cardiaque. L'industrie du cinéma craignait les dommages potentiels qu'un tel scandale pourrait causer, notamment à une époque où le public scrutait la moralité d'Hollywood. 20. Les amants de Greta Garbo. Greta Garbo, l'une des stars les plus énigmatiques d'Hollywood, était notoirement secrète sur sa vie personnelle, qui comprenait de nombreuses relations que elle et les studios ont veillé à garder hors de la vue du public. L'attrait de Garbo en tant que figure mystérieuse et solitaire était soigneusement élaboré, et toute investigation publique sur ses affaires privées était considérée comme potentiellement dommageable pour son image soigneusement cultivée. Garbo était connu pour avoir des relations avec des hommes et des femmes, mais de son vivant, ces relations étaient gardées très privées. Parmi ces relations supposées figurait celle avec l'acteur John Gilbert, avec lequel elle a joué dans plusieurs films pendant l'ère du cinéma muet, et Mercedes de Acosta, une poétesse et dramaturge connue pour ses relations avec plusieurs femmes célèbres. Cependant, en raison des normes sociales conservatrices de l'époque et de la réaction potentielle du public, ainsi que de la peur du studio quant à l'impact néfaste sur sa carrière, ces relations n'étaient pas reconnues publiquement. MGM, le studio avec lequel Garbo était sous contrat, ainsi que d'autres entités hollywoodiennes, protégeaient beaucoup l'image de leur star. L'image de Garbo en tant que figure distante et mystérieuse était commercialisée comme une partie de son attrait. Toute déviation de cette persona publique soigneusement construite, y compris les détails de sa vie personnelle, était considérée comme potentiellement nuisible à son attrait au box-office. Pendant l'apogée de Garbo,
Hollywood était soumis aux directives strictes du Code Hays, qui fixait des normes morales pour ce qui pouvait être montré à l'écran. Le code influençait également la manière dont les stars devaient se comporter hors écran, les studios couvrant souvent tout comportement qui pouvait être jugé scandaleux. Scandale Roman Polanski. Aussi grave que fut le scandale Roman Polanski, Hollywood a quand même essayé de s'en tirer à bon compte. En 1977, Polanski a été arrêté et accusé de 5 infractions contre Samantha Geimer, une fille de 13 ans, y compris un rapport sexuel par l'usage de drogue. Perversion. Sodomie. Acte lubrique et lascif sur un enfant de moins de 14 ans et fourniture d'une substance contrôlée à un mineur. Les accusations proviennent d'un incident survenu au domicile de l'acteur Jack Nicholson à Los Angeles. Nicholson n'était pas présent dans la maison au moment de l'incident. Polanski a plaidé coupable de l'accusation moindre de relations sexuelles illégales avec un mineur dans le cadre d'un accord de plaidé coupable qui comprenait l'abandon des autres accusations. Il a été ordonné de subir une évaluation psychiatrique dans une prison d'État où il a purgé 42 jours. Avant sa condamnation, Polanski a appris que le juge pourrait ignorer l'accord de plaidoyer et imposer une peine de prison beaucoup plus longue que celle initialement convenue. En réponse, en 1978, il s'est enfui en France, évitant une éventuelle incarcération aux États-Unis. La France n'extrade pas ses citoyens et Polanski a la nationalité française depuis 1976. L'industrie, y compris de nombreuses célébrités et initiés, était initialement silencieuse ou favorable à Polanski, se concentrant sur ses contributions artistiques plutôt que sur ses actions criminelles. Certains médias ont manifestement minimisé ses réalisations et les complexités de l'affaire, plutôt que les violations morales et légales évidentes. Au fil des années, de nombreuses célébrités et cinéastes ont soutenu publiquement Polanski, soutenant que son génie artistique ou le temps écoulé depuis l'incident devrait atténuer les considérations juridiques ou éthiques. 22. Le procès d'Errol Flynn. Ce serait une surprise si Errol Flynn ne figurait pas sur cette liste. Le premier rôle de l'âge d'or d'Hollywood est devenu aussi célèbre pour ses escapades hors écran que pour ses prouesses à l'écran. Son procès statutaire de 1943 est l'un des premiers scandales qui ont testé la capacité d'Hollywood à protéger ses stars face à des accusations graves. Le scandale a commencé lorsque 2 filles mineures, Betty Hansen et Peggy Satterlee, ont accusé Flynn de rapports sexuels illégaux. Les allégations ont émergé en 1942, affirmant que les incidents se sont produits chez Flynn à Hollywood et à bord de son yacht, respectivement. Hansen avait 17 ans et Satterlee avait 16 ans au moment des infractions présumées. Flynn a été accusé et cette accusation entraînait une stigmatisation sociale significative et des conséquences juridiques à l'époque. Le procès qui s'ensuivit attira une énorme attention médiatique tant au niveau national qu'international. Warner Bros., le studio avec lequel Flynn avait un contrat, lui a apporté un soutien considérable pendant le procès. Ils ont engagé la meilleure représentation légale disponible et l'équipe de Flynn a travaillé à façonner la perception du public, dépeignant Flynn comme étant victimisé par des accusateurs opportunistes, cherchant à exploiter sa célébrité pour un gain financier. Ce récit renforçait l'image de Playboy de Flynn, suggérant que de telles rencontres étaient consensuelles et mal comprises. Flynn a été acquitté en 1943 après un procès très médiatisé. Son avocat, Jerry Giesler, a discrédité les témoignages des accusateurs en se basant sur leur comportement et leurs motivations supposées. Le résultat du procès a été influencé par les normes culturelles et sociales de l'époque, qui souvent blâmèrent les victimes dans de tels cas et placèrent la charge de la preuve lourdement sur les accusateurs. L'enfant secret de Loretta Young. L'enfant secret de Loretta Young est l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood. Il montre jusqu'où les stars étaient prêtes à aller pour protéger leur image publique à une époque où la stigmatisation sociale entourant la maternité célibataire pouvait ruiner des carrières. Au début des années 1930, lors du tournage de The Call of the Wild, Young a partagé la vedette avec Clark Gable, une grande star de l'époque. Il était rumeur que pendant cette production, Young et Gable aient eu une brève liaison, entraînant une grossesse de Young. Étant donné les graves conséquences qu'une grossesse hors mariage aurait pour une actrice à cette époque, Young et son studio ont fait de grands efforts pour garder la grossesse secrète. Loretta Young a disparu de la scène publique pendant un certain temps, invoquant une maladie. C'était pour cacher sa grossesse. Après avoir accouché en 1935, elle a placé temporairement sa fille Judy dans un orphelinat. Plus tard, Young a adopté Judy de l'orphelinat, présentant la situation publiquement comme une adoption traditionnelle. Judy Lewis, l'enfant, a grandi sans connaître la véritable identité de ses parents pendant de nombreuses années. Le studio a joué un rôle important dans l'organisation de la dissimulation, conscient que la vérité pourrait nuire non seulement à la carrière de Young,
mais aussi à celle de Clark Gable et affecté leur rentabilité. 24. Le cas de Patrick Douglas. Ce cas est l'une des controverses les plus sombres et cachées de l'histoire d'Hollywood, impliquant l'agression d'une jeune danseuse lors d'une fête du studio MGM en 1937. Pendant la fête, qui était largement approvisionnée en alcool et tenue dans un endroit isolé, Douglas a été agressé par l'un des vendeurs, David Ross. Elle a été forcée de boire de l'alcool puis attaquée. De manière choquante, l'environnement était tel que ses cris d'aide sont restés sans réponse, et l'agression s'est produite dans un contexte facilité par les arrangements du studio. MGM a déployé des efforts extraordinaires pour étouffer l'affaire. Les intermédiaires du studio ont travaillé à gérer les répercussions, veillant à ce que la presse soit tenue à distance et que tout rapport soit immédiatement étouffé. L'influence de MGM s'étendait aux procédures judiciaires. Douglas a courageusement porté plainte à la police, devenant ainsi l'une des premières femmes à accuser publiquement un homme d'agression à Hollywood. Cependant, le studio a manipulé le processus juridique avec des examens médicaux et des entretiens de police apparemment gérés pour saper sa crédibilité et l'intimider. Les conséquences de l'agression ont été dévastatrices pour Douglas. Sa carrière à Hollywood s'est terminée, et elle a vécu une grande partie de sa vie dans l'obscurité et la douleur, luttant avec le traumatisme de son expérience. Son histoire a été largement oubliée jusqu'à ce qu'elle soit mise en lumière des décennies plus tard par l'auteur David Sten, qui a documenté son calvaire dans un article de Vanity Fair et plus tard dans son documentaire Girl Veen Sets. L'histoire de Frances Farmer. Les ennuis de Farmer ont commencé au début des années 1940 lorsqu'elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Son comportement est devenu de plus en plus erratique, entraînant d'autres arrestations et une publicité négative. En 1943, après une série de confrontations avec des cadres de studio, la police et sa propre famille, Farmer a été déclarée mentalement incompétente et institutionnalisée. L'institutionnalisation de Frances Farmer est à l'origine de la plupart des controverses et des allégations de mauvais traitements. Elle a été soumise à divers traitements psychiatriques, dont certains étaient brutaux selon les normes modernes. Des rapports et des récits ultérieurs de Farmer elle-même ont suggéré qu'elle avait subi une thérapie par choc à l'insuline, une thérapie électroconvulsive et une lobotomie, bien que la lobotomie reste non confirmée. À l'époque de Farmer, la maladie mentale était fortement stigmatisée, et les studios allaient souvent loin pour cacher ou minimiser les problèmes de santé mentale de Starr. Dans le cas de Farmer, ses premières crises de colère et son comportement erratique n'étaient souvent pas rapportés ou étaient minimisés dans la presse. Pour plus d'histoires d'Hollywood non révélées, assurez-vous de vous abonner et à la prochaine.